Bonjour Steve Moreau. Bonjour Stéphanie. Bonjour, je suis ravie de vous accueillir sur Tribune Libre. Vous êtes auteur, écrivain, réalisateur, rêveur, créateur, papa, mari, etc. Vous avez écrit récemment un livre qui s'appelle « Pourquoi j'ai choisi ma femme ?» Ça, c'est une vraie bonne question. Je ne sais pas si on aura la réponse dans le livre, mais en tout cas, c'est très intriguant. Je tiens à dire aux spectateurs que à la fin de cette interview, le spectateur aura l'immense chance de pouvoir découvrir des extraits de votre film documentaire qui s'intitule « Y a-t-il encore un adulte sur cette planète ?» qui a été un petit peu vu, mais pas assez vu, que ce soit par le grand public ou ce qu'on appelle la dissidence ou la résistance, comme vous voulez. Vous nous laisserez un extrait de ce film. N'est-ce pas, Steve ? Tout à fait. Tout à fait. Première question sur ce livre d'amour et de fougue amoureuse. Vous nous parlez du jardin secret de l'amour, plein de ses mystères et ses secrets parfois non élucidés. Pourquoi avez-vous eu le besoin impérieux d'écrire ce livre ? C'est une très bonne question et ça démarre fort parce que est-ce que je me souviens pourquoi j'ai eu envie d'écrire ce livre ? Non, ce qui m'a amusé, c'est que, et d'ailleurs je pense que je vais citer un cinéaste, et je pense que c'est Stanley Kubrick qui m'a donné l'idée de ce livre, c'est qu'en fait, lui-même se posait la question, je me souviens dans une interview, parce que je suis très fan de Stanley Kubrick, et il expliquait, il parlait de ça, et ça m'a accroché, et pendant des années j'y ai pensé, et donc je m'amusais régulièrement à un dîner ou à une soirée, de dire, mais tu sais pourquoi tu es avec lui, pourquoi tu es avec elle et je me suis rendu compte que pratiquement personne n'est capable de répondre à cette question. Et j'ai trouvé ça fascinant. Et comme moi, je crois beaucoup au monde invisible, à d'autres choses que notre monde, parce que ce que j'explique à mes enfants, je pense que pour comprendre le monde visible, il faut comprendre le monde invisible. En tout cas, ça aide à comprendre le monde visible, si on croit au monde invisible. Et ben, je me suis dit, tiens, pourquoi moi je suis avec ma femme ? Qu'est-ce que je fais avec ma femme ? Et en fait, la grande question, c'est que moi j'ai rencontré ma femme sur mon deuxième film quand j'étais technicien, qui était Astérix Obélix contre César de Claude Zidi. On était tous les deux jeunes, c'était en 98, si ma mémoire est bonne. Et on est ensemble depuis 2000, à peu près. Et on est en 2025, et du coup, c'est vrai que pendant toutes ces années, je me suis dit, mais pourquoi on est avec quelqu'un ? Qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un ? Plus nous, on travaille dans le monde du cinéma tous les deux. Elle est souvent en voyage, donc elle peut rencontrer plein de gens différents. Elle peut rencontrer des hommes 10 fois mieux que moi. Enfin, on a croisé des vedettes, des stars. On croise plein de gens dans des univers différents. Et donc ça m'a toujours intrigué et je me suis dit mais pourquoi j'en écrirais pas un petit livre léger, sympa, avec de l'humour et qui est un sujet universel et qui parlerait à tout le monde. Et en plus, ce qui est drôle, c'est qu'il est complètement à l'opposé de mon livre d'avant, Ce ruban de rêve, qui était un livre un peu trash, un peu dur, que j'ai adoré écrire. Hein, je me suis éclaté. Et là, je suis parti dans complètement autre chose. Et souvent, d'ailleurs, c'est comme un film ou un livre. On écrit, on réalise le film ou le livre contre celui d'avant. Et je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Ce livre est une immense déclaration d'amour à une femme et aux femmes en général, il faut bien l'avouer. C'est un livre d'hétérosexuels, n'est-ce pas un peu ringard et facho aujourd'hui ? Non, c'est vrai. Alors pour me marrer, parce que c'est la première interview que je donne pour le livre, j'ai relu le livre ce matin, exprès pour me le remettre en tête, parce que ce qui est très curieux, c'est qu'on oublie très vite ce qu'on fait. Moi, j'oublie les livres que j'écris, j'oublie les films que je fais, et du coup, c'est exactement ça. C'est un livre hétérosexuel d'un mec. Bon, moi, j'ai 50 ans aujourd'hui. Je suis plutôt aujourd'hui l'homme à abattre dans notre société. Je suis hétérosexuel. J'ai 50 ans, donc je suis blanc, je suis pas devenu une star, donc je suis un minable en fait vis-à-vis de la société. Mais c'est ça qui m'amusait, et c'est vrai que je trouve que ce faux combat, les hommes contre les femmes contre les hommes aujourd'hui, que le gouvernement ou les médias essayent d'installer, parce qu'ils adorent installer des clivages pour que tout le monde se déteste, et pendant que tout le monde se déteste, on s'occupe pas des vrais problèmes. Donc ça, c'est très bien foutu. Moi, je veux pas rentrer là-dedans, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est vrai que j'aime énormément les femmes. J'ai beaucoup de respect pour les femmes. Il y a
pas mal de femmes qui m'ont presque sauvé dans la vie. Quand je dis ça, c'est pas une bêtise, c'est sérieux. Donc j'ai beaucoup de respect pour l'aspect féminin. Et en même temps, pour les hommes, on est tellement différents que l'aspect féminin reste toujours quelque part un mystère. Dans ses réactions, dans sa façon de voir le monde, dans sa façon de materner. Nous, les hommes, c'est ça qui est drôle, c'est qu'on reste quelque part, je trouve, toujours des enfants. Et ce qui est drôle, c'est que moi, à 50 ans, je me sens plus un enfant, j'essaie de retrouver mon âme d'enfant que quand j'en avais 30 ou 40. Et j'ai trouvé que c'était un sujet important, qui est en danger, mine de rien, parce qu'avec l'installation des minorités qu'on essaye de faire passer pour des majorités, moi je trouvais ça sympa qu'un homme de mon âge décide d'écrire sur les femmes. Et puis ça montre aussi le respect total que j'ai pour les femmes et que c'est des êtres que je trouve, moi je trouve ça incroyable, les femmes. Vous êtes un grand sentimental, est-ce que ce n'est pas justement aussi un peu ringard dans cette société qui ridiculise les sentiments, ces sentiments qui féminisent ou qui dévirilisent, dans cette société de consommation, société du jetable et société de la perversion au pouvoir? C'est une vaste question. De toute façon, on est toujours un ringard, comme quand je faisais le dîner de cons avec Francis Weber, il disait on est toujours le con de quelqu'un. C'est totalement vrai. Donc faut même pas se poser de questions. Et être artiste, c'est être ringard. Être artiste, c'est être naïf. Être artiste, c'est croire que ce qu'on va dire, ce qu'on va faire, va changer le monde ou va le modifier ou va participer à l'intérêt commun. Tout ça, c'est des conneries. Moi, je crois qu'il faut pas se poser plus de questions. T'as envie de raconter ça, t'as envie de faire ça, t'as envie de filmer ça, tu le fais. Et puis, les gens l'aiment, les gens ne l'aiment pas. Les gens te donnent des prix, te donnent pas de prix. Tout ça, c'est formidable, ça aide. Mais c'est pas ça le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est de faire ce qu'on a envie de faire. Et d'être libre dans son propos et dans ce qu'on aime. Et moi, c'est ça ma question à chaque fois que je fais quelque chose. Parce que si tu commences à te poser la question, comment un tel va le recevoir, ah mais j'ai pas cette grande maison d'édition, ah mais je vais pas en vendre beaucoup, ah mais je peux pas avoir le Goncourt. Ah, si tu te poses toutes ces conneries dans la tête, tu ne fais rien. Et en fait, tu te rends compte. Moi, j'ai travaillé avec des grandes stars qui ont gagné beaucoup d'argent, qui sont ultra connus. Bon, ben ces gens-là, tu te rends compte que c'est pas, pour beaucoup, c'est pas ça qui les motive. C'est pas ça qui les fait tenir. Ce qui les fait tenir, c'est de faire. Parce que c'est ça qui les excite. Il y en a, ils ont envie d'être meilleurs de film en film. Alors bien sûr que l'argent, que la renommée entre en compte quand tu es artiste. Parce que si tu n'as pas ça, bien sûr que c'est plus compliqué de trouver 10, 15, 20 millions de dollars pour faire un film. Quand tu es inconnu ou que tu n'as pas fait de succès, c'est sûr que quand tu vas voir les financiers et qu'aujourd'hui tout le monde parle de pognon, le premier truc qu'on te dit, c'est ils vont regarder tes chiffres, le tableau Excel, et puis ils vont dire « Ah bah non, ça rentre pas là, mon gars, tu me demandes 15 millions, t'as fait 200 000 entrées France, 3 territoires à l'étranger, ça colle pas. » Mais tant que tu n'es pas là-dedans, finalement, ça n'a aucun intérêt. Il faut se concentrer sur ce que tu peux faire, ce que tu maîtrises de faire, ce que tu as envie de faire, et puis le reste, tu le laisses vivre. D'ailleurs, en parlant de cette phrase qu'on a tous présente à l'esprit, on est tous effectivement le con de quelqu'un. Vous me disiez il n'y a pas longtemps que vous vous rappeliez, comme si c'était hier, de cette scène sur le canapé entre Villeray et Thierry Lhermitte, quand c'est Villeray qui dit... en parlant du mec avec qui sa femme est partie, que c'est vraiment un con. Et l'ermite le regarde d'une manière atterrée, parce que l'ermite, pour lui, le con, c'est celui qui est sur le canapé à côté de lui. Vous vous souvenez bien du tournage de cette scène? Est-ce que c'était sérieux? Vous avez réussi à garder votre sérieux? Bah, la scène, moi je me souviens, la scène qu'on a tournée, quand on lui dit juste le blanc, c'est votre prénom, c'est juste. Cette scène-là, mais toute l'équipe était pliée de rire à la première prise. Et je crois que de tous les films que j'ai fait comme technicien, c'est la scène où on a le plus ri. Je me souviens surtout de cette séquence. Alors c'est curieux parce que j'avais tenu sur parce qu'on parle du dîner de cons, comme c'était mon premier long métrage comme technicien, donc j'étais stagiaire moi, pour stagiaire image, stagiaire mise en scène,
Donc je m'occupais de Luciano Tovoli, le directeur photo, j'étais son assistant, et je m'occupais des retours vidéo de Francis Weber. Donc et je faisais la doublure de Thierry Lhermitte. Donc j'ai eu une école de cinéma extraordinaire, et je remercierai jamais assez la Gaumont pour m'avoir offert ça. Ça a été un cadeau de la vie inestimable, 9 millions d'entrées. Enfin c'était un film luxueux, c'était le rêve quoi. C'était en 97, c'était le rêve. Et du coup, pour remercier l'équipe, j'ai écrit un journal de bord sur ce film, qui a été publié 15 ans plus tard, ou 20 ans plus tard, je sais plus. Et du coup, je me suis replongé dans ces souvenirs. Et c'est vrai que c'est vrai que on a beaucoup ri sur le tournage, vraiment, entre Villeray et Lhermitte. Je trouvais que Lhermitte avait le sentiment de se battre contre lui-même. C'est-à-dire, je sens que l'exigence de Francis lui coûtait. Et Villeray, c'est vrai que c'était dur pour Thierry, parce que Villeray, je crois qu'il l'avait joué 900 fois au théâtre avant. Donc t'as un mec qui arrive, il est déjà chaud dans sa Formule 1, puis toi qui montes dans le cockpit, bah t'es pas encore au point. Donc je peux comprendre cette difficulté-là. Après, je trouve que tout le monde s'en est très bien sorti, que c'est une très bonne comédie. Moi j'aime beaucoup le film et je suis très très content d'avoir fait ce film. Merci la vie. Hein. Pour démarrer, il y a pire. Ah, pour démarrer, il y a pire. Mais c'est compliqué de démarrer dans le luxe. Oui, il faut rester dans le luxe. Il faut rester dans le luxe après. En parlant de luxe, vous êtes un grand amoureux des femmes, et pas seulement celles qui impriment la pellicule. Est-ce que vous êtes déjà tombé amoureux d'une star? Jamais. Non, jamais. Non, j'ai pas le fantasme de la star et de la comédienne. J'ai pas du tout ça. Puis d'ailleurs, je me suis toujours dit sur les films que je faisais, non, je touche pas aux comédiennes pour éviter un paquet d'emmerdes. Ouais. Elles sont pénibles, non? Ça m'est arrivé d'être séduit. Non, qu'on me cherche un peu, mais je suis pas allé. Vous n'êtes pas un homme facile. Je sais pas. Non, je crois pas, mais je suis pas attiré par tout ça. Curieusement, je dis pas que je tomberai jamais dans le piège. Hein, attention, hein, on est tous des êtres humains avec nos qualités, nos faiblesses. Mais j'ai jamais eu et c'est peut-être cette chance parce que j'ai travaillé tout de suite avec des vedettes et des stars que j'ai tout de suite démystifié le côté vedette et star. Et c'est, enfin, Guitry disait. Ça rejoint ce qu'on dit, c'est Guitry disait on n'est jamais un héros pour son majordome. Et c'est vrai même dans sa vie de couple avec son conjoint. Et c'est vrai aussi quand on est technicien sur un film et qu'on est avec des stars, ces stars-là, on voit leur mauvais côté, on voit leur complexité humaine, parce que d'abord d'être comédien, c'est déjà une grande souffrance souvent à la base. Beaucoup de comédiens sont déjà des gens mal dans leur tête et dans leur peau, c'est pour ça qu'ils choisissent ce métier. Donc quand là-dessus on a le vedettariat ou le star system qui se rajoute à ça, mais c'est un paquet d'emmerdes que les gens n'imaginent même pas. Donc après on a tout le jeu des médias, tous ces trucs, toutes ces conneries quoi, qui font croire que la star est intouchable, parce que tout ça a été installé pour faire du pognon. Donc une star on la vend, donc c'est du merchandising qu'on fait. Mais puis il faut vendre le film, et puis il faut vendre les millions de dollars qu'on a investis, et puis la star on va la faire tourner, on va l'emmener après dans les circuits de Formule 1, on va l'emmener sur les plateaux de télé, on va l'emmener dans les stades de foot. Il faut la voir, il faut qu'on la fasse briller. Donc c'est les studios qu'on crée les stars pour faire venir justement les spectateurs dans les salles. Donc tout ça, c'est au final juste une question financière. Donc quand on travaille avec ces gens-là, c'est intéressant et frustrant parce que d'abord, on n'est qu'à un moment donné de la vie d'une star, donc on ne peut pas forcément comprendre sa vie. C'est-à-dire que moi, j'ai fait 4 films avec Depardieu. Gérard n'est pas le même de film en film. Parce que vous arrivez à un moment donné de sa vie, ça se trouve, sa vie c'est que des emmerdes, on ne connaît pas la vie des gens, et on croit que parce qu'on a passé 2-3 mois avec, on les connaît, mais c'est absolument faux. On se tutoie tous, on s'appelle tous par notre prénom, c'est pas pour ça qu'on est copains, c'est pas pour ça qu'on est amis. Donc il faut faire la grande différence. Et le problème des métiers artistiques, c'est qu'on joue beaucoup sur l'émotion. S'il n'y a pas d'émotion, on ne peut pas créer une œuvre. C'est pas possible. Donc du coup, on est dans l'émotion, on est à fleur de peau, on s'aime ou on se déteste. Il y a des tournages qui se passent très bien, des tournages qui se passent très mal. Et tout ça, et on fait croire qu'on est copains, qu'on est proches, qu'on est... Et en fait, quand le film se termine, tout se termine.
Et il faut être très solide pour accepter tout ça. Et pourquoi il y a des stars ou des vedettes qui ne quittent jamais les plateaux de tournage? Parce que vous vivez dans une bulle, parce que vous vivez dans un autre monde, on vient vous chercher chez vous, on vous demande si vous avez mal au ventre, si vous avez mal aux pieds, si vous vous portez bien, on vous amène un verre d'eau, donc on vous chuchote, on vous chuchote pas, c'est marrant, on vous dorlote, tu vois. Mais pourquoi on dorlote? Parce qu'on s'en branle de ta gueule, en fait. Faut dire la vérité, c'est parce qu'il y a des assurances derrière, qu'on a envie que tu sois bien, que tu arrives à l'heure, parce que si tu arrives en retard, ça coûte tant à la production. Enfin, je veux dire, on revient toujours à un système d'efficacité et d'économie, il faut pas se leurrer, tu vois. Donc savoir si la star va bien, si elle a bien dormi, c'est parce qu'on a envie de savoir si elle va pas avoir des cernes, on va savoir donc comment on la maquille, comment le metteur en scène va la prendre. Est-ce qu'il va en se disant tiens aujourd'hui il faut que j'y aille avec des gants parce qu'elle a pas l'air en forme et je veux qu'elle sorte le meilleur d'elle-même pour ma journée parce que moi j'ai 8 heures avec elle aujourd'hui, ou tu vois. Donc tout ça est malheureusement calculé et sécurisé pour être calculé. Donc j'ai oublié un petit peu le début de la question, mais donc c'est la fabrique du rêve. En fait, vous n'êtes jamais tombé amoureux parce que vous avez vu très vite l'envers du décor. Oui, puis je pense être suffisamment équilibré parce que c'est un métier qui adore le déséquilibre. Donc je pense être suffisamment équilibré pour avoir les pieds sur terre. Et malheureusement et heureusement, c'est un métier où il faut les pieds sur terre et la tête dans les nuages. Parce que si on n'a que les pieds sur terre, on ne peut pas faire des grandes choses. Et si on n'a que la tête dans les nuages, on ne peut pas faire des grandes choses non plus. Regarde les grands cinéastes. Tous, ils ont ces deux parts. Ils ont une part très ferme, très dure, très réaliste, ancrée dans le réel, parce qu'ils sont obligés pour faire avancer leur machine de guerre. Parce qu'un film, à un certain niveau, c'est une machine de guerre. Quoi qu'on en dise. Ridley Scott, il fait des machines de guerre. Besson, il fait des machines de guerre. Spielberg, il fait des machines de guerre. Quand tu as 900 personnes ou 1500 personnes sur un tournage, tu peux pas, s'il te plaît, tu peux me passer le cube, là, j'en ai besoin. Enfin, je veux dire, sans manquer d'irrespect aux gens, tu ne peux pas être là-dedans. Tu es dans autre chose. Tu es un général. Tu vois, il y a une pression financière monstrueuse sur les épaules de ces gars-là. Quand tu fais un film à 100 millions de dollars, 150 millions de dollars, mais je veux pas je cherche pas à les défendre, là, à les dédouaner d'un comportement. Mais Cameron, quand il fait Titanic, il peut pas être dans le même état d'esprit que quand tu fais le dîner de cons. C'est pas possible. Tu fais pas du tout la même chose. Ça n'a rien à voir. Tu vois? Donc, du coup, c'est pour ça et puis, donc, je disais, ils sont obligés d'avoir les pieds sur terre. Et en même temps, si tu es un artiste, il faut que tu sois fou. Il faut que tu aies une folie. Et cette folie, il faut qu'elle parte. Donc c'est toujours un jeu d'équilibre qui est pas toujours simple à trouver, et je pense qu'il y a très peu de gens qui le trouvent. Il faut être un alchimiste. Ouais, c'est ça. Justement, on s'embarque à parler de cinéma, mais c'est le lien justement tout trouvé avec ce livre, parce que cette œuvre très poétique, c'est comme un ensemble de tableaux qui se succèdent, et on y voit un grand enfant qui se confie. Et c'est assez rare un homme hétérosexuel d'ailleurs qui se livre à ce point. C'est très intime. C'est rare un homme qui parle de sentiments. Ça va toucher les femmes et les hommes, vous pensez? C'est le but. Ah, j'adorerais que les gens aiment ce livre parce que effectivement, non mais dans tous les livres tu te livres hein, et dans tous les livres tu inventes. Mais oui, moi j'adorerais parce que si tu veux sous un air naïf, je pense que le livre j'aime pas le terme dénonce, c'est pas ça, mais dit plein de choses. Il exprime plein de choses qui nous concernent toutes et tous, sur la vie, la mort, la vieillesse, les enfants, même ceux qui n'ont pas d'enfants se posent des questions sur les enfants. C'est obligé. Tu vois, donc je trouve que oui, je parle de la féminité, je parle de la fidélité, donc c'est vrai que c'est un livre un petit peu judéo-chrétien quelque part, on peut dire ça, hétérosexuel. Donc je suis bien dans le moule voilà, je tombe dans le moule de tout ça, mais c'est amusant, c'est un sujet amusant, tu vois, que je trouve comme je dis naïf, quand je dis naïf, c'est à la fois très léger et en même temps très profond. Et c'est vrai que oui, j'ai essayé de rendre ça émouvant parce que je trouve que si on se livre pas un minimum en tant qu'artiste, mais quel est l'intérêt en fait?
Ça n'a pas d'intérêt. Comment tu veux toucher les gens si tu te livres pas? Et effectivement, j'ai vu des réactions dans des maisons d'édition qui me disaient « Ah, c'est trop personnel ». Je dis d'abord, est-ce que vous m'avez posé la question de savoir si c'était trop personnel? Parce que ça se trouve, c'est pas trop personnel. Mais si vous le percevez comme ça, c'est que j'ai sûrement réussi quelque chose. Parce que vous m'avez pas appelé pour me dire « On se pense que c'est un livre trop personnel ». Est-ce qu'il est trop personnel? Non. Donc c'est marrant, vous jugez alors que vous ne savez même pas si c'est trop personnel. On ne pose pas la question. Et moi, et c'est ça que je trouve amusant. Parce que c'est marrant, quand tu es inconnu, on trouve que quand tu fais des choses trop personnelles, elles ne doivent pas exister. Mais par contre, quand tu es connu, quand tu fais des choses très personnelles, alors là, tout le monde se les arrache. Tout le monde les veut. Tout le monde veut savoir ce que tu as acheté à la poubelle la veille, en te disant « Oh, c'est génial, il m'a mis dans son lit ce qu'il a acheté à la poubelle la veille. » Tu vois, et c'est là où on a un problème quand même de perversité dans nos sociétés qui n'est pas sain. Oui, on peut avoir quelque chose de très personnel qui reste universel, c'est le but. Totalement. D'aller de l'un à l'autre. Mais on est tous reliés, on est tous identiques. On est tous identiques. On a tous 2 bras, 2 jambes, un cerveau, une bite ou une chatte. Enfin, non, mais l'être humain, qui soit noir, arabe, blanc, ce que tu veux, on est tous pareils et on est tous sur la même planète. Avec les mêmes préoccupations. Avec les mêmes préoccupations. Et la seule chose qu'on sait de tous et toutes, c'est qu'on va crever. Quand je croise quelqu'un dans la rue, je ne sais rien de lui. La seule chose que je sais, c'est qu'il va mourir. À part peut-être Laurent Alexandre. À part peut-être Laurent Alexandre, ouais. Mais non, mais c'est fou, quoi, tu vois. Les combats sur le racisme, toutes ces choses, mais je les comprends même pas parce que on est tous identiques. Tous. Eh ben, par exemple, on est tous peut-être en proie à la peur, cette grande émotion qui est universelle. On en parle beaucoup depuis 5 ans notamment, je prends ce chiffre au hasard. Et il y a un chapitre assez touchant où vous vous confiez sur la peur de l'engagement. Et finalement, est-ce que cette peur de l'engagement, elle n'est pas due notamment à la figure pesante et attachante de la mère? Non, je pense pas. C'est pas votre mère qui vient s'immiscer dans vos histoires d'hommes? Non, non. Alors après, il y a des choses que j'ai un petit peu, tu vois, sur la belle-mère, sur la mère. J'ai un petit peu. Je me suis servi là de pas mal de retours que j'ai eu de copains, copines et autres. Donc ça, c'est amusant. Mais la peur de l'engagement, oui, c'est vrai qu'il y a la peur de l'engagement, mais pour tout le monde, on le voit. Moi, je le vois bien sur les jeunes aujourd'hui. Tu le sens sur les jeunes qu'il y a la peur de l'engagement. J'ai des enfants, donc je vois comment ils réagissent par rapport à nous, comment on réagissait. Mais justement, il ne faut pas avoir peur. Tout le but, il est là, parce que la peur, elle n'existe pas. Quand je dis ça, je le pense sincèrement. C'est-à-dire que on passe notre temps à nous faire peur. C'est-à-dire que tout le plan médiatique, tout le plan politique, tout le plan mondialiste, c'est de nous faire peur constamment. Attention, là, va y avoir ça dans 2 heures. Tu le vois bien aujourd'hui, t'as n'importe quel gros compte sur les réseaux sociaux ou dans les médias aujourd'hui, t'annonces la 3e guerre mondiale, là, dans 2 heures. Non, non, là, c'est dans 2 heures. Puis dans 2 heures, il va te l'annoncer dans 4 heures. Et tous les jours, on t'annonce ça. C'est-à-dire que la peur, elle est créée pour nous diviser. La peur, elle est créée pour nous faire sauter le système mental. Et que tant que ton système mental, il saute, tu ne te poses pas les bonnes questions sur ce qu'ils sont en train de faire, les enculés, là, au pouvoir en ce moment, et autour de nous. Donc, et tout ça est orchestré, tout ça est mis en scène. On vit dans un film. Ils ont créé un scénario, un récit, qu'ils ne maîtrisent plus. Fort heureusement. Et du coup, ils continuent de propager la peur. Et tant qu'on est tous dans la peur, on ne se rassemble pas, on n'est pas dans le collectif, et on se crée des peurs. Donc la peur de la 3e guerre mondiale, la peur de l'invasion des Russes, la peur de Donald Trump qui va tuer tout le monde, la peur du Covid qui va revenir, la peur de tel virus dont on ne sait même plus quelle lettre qui va débarquer, la peur de la disparition des entreprises, la peur Enfin, on peut en citer plein. Et pendant ce temps-là, eux, ils avancent. Quand je parlais de la peur de l'engagement, est-ce qu'elle n'est pas due aussi à cette petite voix maternelle qui vous dit « Est-ce que tu es vraiment sûr que tu veux passer ta vie entière avec cette femme ?» La bru, c'est la concurrente quand même pour une mère.
Alors moi je dis ça, mais ma mère elle est absolument pas comme ça, donc c'est marrant quoi. Mais non, mais de toute façon, on ne maîtrise rien. On est là, on essaye de faire les kékés. Tu vois autour de toi des gens dans la rue qui se tiennent comme ça. Moi, je les vois là, dans d'autres endroits que je croise. Les gens essayent de me paraître sûrs d'eux. Je maîtrise, mais tu maîtrises que dalle, quoi. Tu sais même pas si dans 2 heures tu vas être encore vivant. Tu vas peut-être tomber sur un trottoir d'une crise cardiaque. Quand tu as des amis, tu sais pas s'ils vont pas te trahir le lendemain. Quand tu as une femme, tu sais pas si elle va pas disparaître de ta vie dans 2 jours. On ne maîtrise que dalle, donc faut arrêter d'essayer de jouer aux super-héros, aux gens qui s'arrachent la tête en se posant 150 000 questions. Moi, je me pose des questions amusantes à travers mon livre parce que j'essaye entre guillemets d'être un auteur, de m'amuser avec les mots, de m'amuser avec des images, de faire réfléchir soit dans l'humour, soit dans mon livre d'avant, en tapant dedans, tu vois, en y allant tirant très fort, en disant allez, tu vois. Donc, moi, le but du jeu, ma cour de récréation, elle est là. Mais il faut arrêter de se prendre au sérieux. On est dans un monde qui déjà va extrêmement mal, où il se passe plein de choses pas drôles. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, beaucoup de gens qui meurent dans des raisons épouvantables et inadmissibles. Faut redescendre sur terre, les enfants, là. Est-ce que vous allez offrir votre livre à votre belle-mère, puisque vous dites, à un moment donné, qu'elle est une mine antipersonnelle sur laquelle il est préférable de ne jamais poser le pied? Spécial dédicace à madame la belle-mère. Non, bah en plus, elle doit venir bientôt pour une de mes dédicaces, ma belle-mère. Non. Oui, non, mais je suis pas inquiet avec ma belle-mère. Je l'aime beaucoup en plus. Qui aime bien, châtie bien. Ouais. Vous parlez à un moment donné de la cohabitation dans le couple. Sous le même toit, c'est compliqué, comme en politique, de cohabiter? Alors moi, j'ai aucun problème de cohabitation avec ma femme, parce que j'ai une femme qui est extrêmement facile à vivre, donc aucun problème. Elle est souvent absente. Elle est souvent absente aussi, ça aide aussi. Donc elle fait beaucoup de tournages à l'étranger, donc ça aide aussi. Non, franchement, tout ça, c'est un amusement, mais oui, non, mais de toute façon, une vie de couple, c'est comme une vie avec soi-même, c'est pas simple. Parce que d'abord, on n'est pas le même à 20, à 30, à 40, à 50, comme on le sait. On n'est pas le même vis-à-vis des situations, c'est-à-dire qu'on a notre petite histoire dans la grande histoire. Donc du coup, la grande histoire influe quand même beaucoup sur nos petites histoires. Donc oui, tout ça est... Je constate quand même que il y a quand même pas beaucoup d'amour entre les gens. Je constate quand même que il y a quand même de plus en plus de divorces, il y a de plus en plus de séparations, il y a de moins en moins l'effort d'essayer d'affronter la vie à deux. Peut-être est-ce voulu, la facilité des divorces, donc du coup tout le monde part dans tous les sens beaucoup plus facilement qu'avant. Je ne sais pas, hein, c'est une question que je me pose. Je me rends compte, ouais, je pense que le problème du monde actuel, hein, c'est son manque d'amour, son manque d'empathie. D'ailleurs, on l'a vu sur les 5 dernières années. On a laissé crever les vieux dans une indifférence absolue. Beaucoup d'artistes, d'intellectuels, de médecins se sont comportés franchement... je ne sais même pas comment ils arrivent à se regarder dans le miroir le matin. De ne pas soigner des gens, c'est quand même dingue. On n'a jamais vu ça. Ce qui se passe dans les pays à l'étranger, des gens qui meurent tous les jours dans une indifférence absolue, c'est absolument dingue. Donc, alors bien sûr que ce manque d'amour est créé, comme d'habitude, est voulu. C'est-à-dire que, comme d'hab, hein, on fait peur, on sépare, on divise, et les gens s'aiment pas. Mais il va falloir qu'on change, parce que ça va pas du tout, quoi. Et cette petite chose-là, ces quelques pages que j'ai écrites qui participent à l'amour, qui participent à essayer de se poser des questions, de se dire... tiens, qui je suis aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais, moi, pour les autres? Qu'est-ce que je fais pour moi? Qu'est-ce que je fais dans ma vie de tous les jours pour rendre la vie des autres plus agréable? Je pense que c'est des petites actions comme ça. Il ne faut pas chercher à changer le monde, on ne le changera pas, le monde. Mais c'est des petites actions comme ça qui font que, déjà, on réfléchit sur soi-même, et déjà, de réfléchir sur soi-même te permet d'avancer et dans la vie de tous les jours, d'essayer d'être quelqu'un de meilleur, en tout cas au niveau de ton entourage. Et moi, je pense vraiment, c'est con à dire, mais il faut que les gens reviennent à s'aimer. Non, mais vraiment, c'est complètement ringard de dire ça en 2025, c'est complètement stupide. Mais les gens ne s'aiment pas. Mais les gens ne s'aiment pas parce qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes.
C'est surtout ça. On leur a dit qu'il fallait pas que tu t'aimes. On leur dit tous les jours qu'il faut pas que tu t'aimes. On leur dit qu'ils sont surnuméraires sur la Terre. Exactement. On leur dit, t'es surnuméraire, tu coûtes cher à l'État, Non mais sans déconner, mais arrêtez quoi. Changez votre disque dur. Il y a un chapitre consacré à la tentation. La tentation, la meilleure manière d'y résister, c'est d'y céder. Question poil à gratter. Non, elle est bien cette question. Moi, j'aime bien les questions poil à gratter, j'adore. Alors, l'aveu? Non, moi, j'ai pas cédé, attends. Je suis assez fier de ça. Oui, surtout que dans le cinéma, les tentations sont nombreuses. Non, je suis vraiment le mec à abattre, hein, parce que, ouais, 25 ans de vie commune, j'ai réussi à pas trahir ma femme. Et je le dis avec grande sincérité. Hein. Ça mérite une Légion d'honneur. Ah ouais, j'espère que je vais l'avoir. Plus méritée que celle de Marlène. Ah oui, Marlène, ouais, parlons-en de Marlène. Tiens. Non, mais non, mais après, chaque cas est différent, chaque cas est unique, chaque vie est différente, donc... Moi, j'essaye de pas juger les gens. C'est tellement dur d'être un homme. Quand je dis avec un grand H, c'est tellement dur de tous les jours de s'affronter, d'être face à soi, de se voir avec ses défauts, ses qualités, de voir ce qu'on a réussi, ce qu'on n'a pas réussi, de voir la pression extérieure, alors que tu dois juste être bien avec toi-même et que la pression extérieure, t'en as franchement rien à cirer. Tu vois, de faire abstraction de tout ça. Donc, et puis d'être avec quelqu'un qui arrive déjà à te supporter, quelqu'un qui arrive à comprendre tes joies, tes peines, parce qu'on n'est pas linéaire, c'est pas vrai, on est tous en dents de scie. Il y a des jours on se sent bien, il y a des jours on se sent pas bien. Et je trouve que c'est déjà un miracle quand tu arrives à te respecter, que ça se passe bien dans une vie de couple. Et puis même si demain tu te sépares, est-ce que c'est grave ? Franchement. Est-ce que on n'a pas justement des bouts de chemin à faire ensemble? Est-ce que justement, quand tu crois au monde invisible, tu te dis pas, tiens, j'ai ça à finir avec cette personne-là pendant un temps donné. Tiens, j'ai tel enfant que je dois faire. Tu vois, l'histoire des enfants est fascinante aussi. Comment tu peux te dire, tiens, je vais faire un enfant avec cette personne? Et tu as ce petit machin qui arrive, tu le nourris, puis tu le vois grandir à côté de toi, quoi. Tu le nourris, quoi. On va en parler, effectivement. Avant d'arriver à l'enfant, je vais juste faire un détour par la féminité et ses signes extérieurs qui vous bouleversent au plus haut point. Vous dites que c'est un arsenal mis au point pour affronter ce monde dominé par la gente masculine. It's a men's world. Ben, ça dépend comment c'est vu, ça dépend comment c'est perçu. Moi je dis dans le bouquin, si ma mémoire est bonne, que la féminité peut être une chose extraordinaire et qu'il y a des femmes qui n'ont pas trouvé autre chose pour affronter le monde que de se défendre avec leur propre féminité. Les atouts. Leurs atouts. Donc, et ça, pareil, on ne peut pas le juger, on ne peut pas le comprendre. Quand tu viens d'un pays où tu n'as rien, où tu viens d'une famille où c'est la misère, et puis d'un coup tu es une belle nana, et puis que tu te dis bah ma seule arme c'est de me mettre en valeur, et on peut pas comprendre en fait tant qu'on ne vit pas toutes ces situations. C'est pour ça que j'en parle un petit peu dans la féminité. Après moi je suis fasciné par les femmes je sais pas si Dieu existe, mais d'avoir fait une aussi belle chose, les femmes sont magnifiques. Hein. Enfin vraiment, moi je le pense. Je vois là c'est le printemps, c'est l'été maintenant. Tu vois les femmes en robe, dans une belle robe dans la rue, mais c'est extraordinaire. Et là aussi, je trouve qu'on a un problème. Moi, je vois la détérioration. Je suis photographe aussi pour le plaisir. Je suis amateur, je suis pas professionnel. Je vois la dégradation dans la ville, dans la vie tous les jours en France. Les gens s'habillent de plus en plus mal. Les gens se tiennent de plus en plus mal. On n'avait pas ça avant. C'est pas vrai. Donc c'est sympa les jogging, hein, c'est sympa les hugs l'hiver quand t'as froid aux pieds. Mais quand tu vois une nana en jogging avec des hugs, avec des faux ongles, moi en tant que mec, on va dire hétérosexuel, tiens, puisqu'on adore préciser aujourd'hui sa sexualité, alors que tout le monde en a rien à cirer. Moi ça me manque. Et quand je vois une belle femme avec des belles chaussures, une belle robe, je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire, vraiment. Mais il y a pas, là je parle pas de sexe, je parle pas d'attirance physique, je parle juste de beauté,
de classe, d'élégance. Par exemple, mon actrice préférée, qui est absolument pas du tout mon style féminin en tant que Tom, c'est Audrey Hepburn. Mais quand tu vois Audrey Hepburn, mais c'est la grâce. C'est la grâce. D'ailleurs, en tant que cinéaste et photographe, vous êtes très attaché forcément au langage du corps. Totalement, mais totalement. Mais moi, je suis hyper heureux quand je vois... L'autre jour, j'ai vu sur les réseaux une vidéo formidable d'une fille qui avait mis une belle robe et un beau chapeau et qui s'est fait filmer de dos, marchant dans plusieurs villes de France. Et tu regardes le regard des gens sur elle. C'est ça qui est intéressant. Mais surtout, ce qui est encore plus flagrant, c'est quand tu regardes comment les gens sont habillés à côté d'elle. Et là, tu prends peur. Et là, tu te dis, putain, mais qu'est-ce qui se passe en France, quoi? Qu'est-ce qui nous arrive? On perd tout. C'est parlant. C'est totalement parlant. Et il faut que tout le monde se secoue, là, que tout le monde se réveille, quoi. Parce qu'on le voit bien qu'il y a une dégradation dans les villes physiques. On le voit bien, il y a des plots, il y a des bâches, il y a des travaux pas finis, des pissotières dégueulasses, même pas belles, les poubelles qui nous ont remplacés, qui sont moches. Et tout ça est voulu pour nous faire baigner dans le lait. Le lait est devenu à la mode. Et j'ai écrit un poème là-dessus, justement, je me suis lancé un peu dans les poèmes, je sais pas ce que ça va donner. J'ai écrit un poème là-dessus parce que moi, quand je fais des photos dans les villes, je le vois visuellement, cette dégradation. Et comme je fais des photos argentiques, je peux pas les retoucher. Et je vois bien qu'il y a toujours une merde dans l'image. Toujours, il y a des panneaux de signalisation partout. Il y en a tellement que tu n'arrives même plus à les lire, tu les vois même plus. Et on le voit dans tout. Les gens sont de plus en plus gros. Donc on peut en parler, si tu veux, du sur, de toute cette malbouffe, de toute cette... qui est voulu aussi, qui est installée pour que tu tombes malade, pour que tu... Donc on le voit bien, donc il va falloir vraiment que tout le monde se ressaisisse, quoi. Mes parents ils m'ont raconté, ils étaient en Italie il y a pas longtemps, ma mère m'a dit, mais tu verrais les gens comme ils sont sapés, putain, c'est agréable. Et je te parle même pas de pognon, je te parle juste d'envie, de désir, d'avoir envie de montrer une belle image de toi, d'avoir envie d'être quelqu'un, tu vois. Mais quelqu'un, c'est pas... L'ego, c'est juste de te dire, je suis content d'être bien habillé, de faire attention à moi, de prendre soin de moi. Et en France, je constate qu'il y a de plus en plus de gens qui ne font pas attention à eux, qui ne prennent pas soin d'eux, et qui ne s'aiment pas parce que tout le système mis en place fait en sorte que les gens se détestent. Et tout est lié, c'est un puzzle. Il faut regarder chaque pièce de ce puzzle. Pour en revenir à l'enfant, vous dites en quelque sorte que la paternité, c'est une révélation épuisante, et puis tyrannique, puisque l'enfant nous veut performant, parfait, invincible. Vous conseilleriez de faire encore des enfants dans ce monde effrayant? Alors moi, je suis le parfait exemple parce que je ne voulais absolument pas d'enfants. Alors là, moi, c'était hors de question. J'ai eu une enfance très difficile, très compliquée, pas drôle du tout. J'ai dû être adulte et pas enfant, donc ça m'a beaucoup manqué l'enfance. C'est pour ça que je redeviens un enfant. Mais je suis très heureux de redevenir un enfant quelque part. Je joue avec mes enfants, je joue avec mes petits joujoux. Je m'achète des joujoux, mes pixies. Non, voilà. Donc du coup, je suis le bon exemple. Et ma femme m'a poussé à avoir des enfants. Ma femme m'a vraiment, elle a été très patiente, courageuse. Et moi, je suis un peu un diesel au niveau professionnel. Je suis un bélier. Au niveau sentimental, je suis un diesel. Et vraiment, elle a été formidable de ce côté-là. Et je dois dire en plus, moi, je me suis beaucoup occupé de mes enfants petits, donc je me suis retrouvé souvent seul avec eux, et en fait, j'ai adoré ça. C'est dur, faut dire la vérité, hein, c'est dur, on en chie, c'est un casse-tête, mais non, mais il faut faire des enfants. Il faut faire des enfants parce que d'abord, je pense qu'il faut absolument faire son possible pour croire en l'homme, croire en l'avenir. Moi, je suis persuadé qu'on a un moment présent extrêmement compliqué. Je ne sais pas jusqu'où il va descendre, mais c'est sûr qu'il descend. Mais je suis extrêmement positif sur l'avenir. Je pense que l'avenir va être radieux et exceptionnel, mais que le moment présent, on le vit depuis quelques années quand même déjà, il est pas drôle du tout. Mais c'est un passage obligatoire. C'est un passage qu'on doit vivre parce que c'est un passage qui est là pour nous faire grandir, nous faire comprendre plein de choses et nous rapprocher les uns les autres et nous dire que on n'a pas le choix, on est obligé de passer par ça. À un moment, j'ai cru qu'on allait pouvoir y échapper, et je vois bien que non, on doit le vivre. Donc, on va tous le vivre. Et faire des enfants, pour moi, c'est merveilleux, parce qu'en plus, moi, j'ai des enfants, mais franchement, je dis pas ça, parce que c'est mes gosses, ils sont super.
Mais vraiment, j'ai 2 gosses vraiment incroyables. Je les adore, j'adore passer du temps avec eux. Ils te bousculent et c'est bien d'être bousculé. Franchement, ils écoutent de la musique de merde que je déteste, mais en même temps, bah voilà, on en discute, je découvre des trucs. Je me dis putain, ils écoutent ça, c'est pas possible. Mais bon, on est tous pareils. Hein, j'étais enfant aussi. Non, je crois beaucoup dans les enfants. C'est pour ça aussi que j'ai fait ce film pendant la crise sanitaire gracieusement et que j'ai mis à disposition sur YouTube Écran de Bunker pour les gens, qui s'appelle Y a-t-il encore un adulte sur cette planète, où je suis allé filmer tout seul des enfants de 6 ans à 23 ans, donc je voulais avoir leur avis sur la crise sanitaire, que eux s'expriment librement par rapport à tout ça, ce qu'eux ressentaient, et ils m'ont beaucoup appris. J'ai adoré faire cette expérience, être avec eux. Et puis je me rends compte, là quand j'écrivais le dossier de mon nouveau documentaire, je me rends compte que tout ce que j'ai fait dans mes films est lié à l'enfance. Et j'en étais pas du tout conscient avant, vraiment. Donc c'est très drôle, quoi. Je me dis, tiens, bah finalement, moi qui ne voulais pas d'enfants, quand j'étais jeune, j'aimais pas les enfants. Ça m'intéressait absolument pas. Alors est-ce que c'est parce que je me prenais pour un adulte et donc les enfants, je les avais écartés? Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je m'éclate de les entendre, de les voir. On n'est pas d'accord, on est d'accord. Leurs réflexions. Mon fils, il me sort des trucs, mais je suis plié de rire. Je me dis, mais c'est dingue, quoi, de sortir des trucs comme ça aussi jeune. Donc ça m'amuse. Mais bien sûr, il faut faire des enfants. Faut pas les écouter, tous ces connards-là. Vous leur offrez cette enfance que vous n'avez pas eue, finalement. Dans une forme de résilience. Ah, je ne sais pas du tout, parce que déjà... Non, je m'interroge beaucoup justement par rapport à l'éducation, parce qu'effectivement, quand on voit vers quoi on nous pousse, bah, mon éducation les pousse pas vraiment vers ça. Donc du coup, je ne sais pas si j'ai raison ou tort. En tout cas, je le fais avec ce que je ressens. Il faut toujours faire les choses avec ce qu'on ressent. La seule base dans ma vie, c'est l'intuition. Tout le reste ne m'intéresse pas. Intellectualiser, écouter les autres, et c'est ce que j'essaye d'apprendre à mes enfants. Suivez uniquement votre intuition. L'homme est animal à la base, son intuition, c'est la meilleure chose qu'il a en lui. Et même si tu te trompes, c'est absolument pas grave parce que tu t'es suivi ton instinct à toi. Ne jamais écouter la masse, ne jamais écouter les autres, jamais. Donc je leur apprends ça à mes enfants. Donc est-ce que je leur apporte la bonne éducation? J'en ai aucune idée. Parce que chaque enfant est différent, chaque époque est différente. Faut s'adapter. On ne sait pas, donc on fait au mieux, comme pour le reste, on fait comme on peut. Moi, je vois mon seul gouvernail, c'est que je vois qu'ils ont l'air heureux. Donc s'ils ont déjà ça, c'est qu'ils sont plutôt dans la bonne voie, c'est qu'on leur amène ce qu'il faut. Après, est-ce qu'on les éduque trop dans le luxe? Est-ce qu'on les éduque dans... J'en sais rien. Écoute, on habite Paris, on est dans une grande ville, on les éduque comme on peut au milieu de cette grande ville, on essaie de les emmener au musée, aux expos, à la culture, au cinéma, ils ont cette chance d'avoir accès à ça. Donc du coup, ils n'ont pas trop le droit de se plaindre, parce que plein d'enfants n'ont pas accès à tout ça. Ils font du sport, ils ont un réseau social d'amis dingue, ma fille, elle connaît tout Paris. Enfin, je suis même épaté, moi, à cet âge-là, parce que moi, j'étais plutôt timide, introverti, et que je n'avais pas beaucoup de copains. Donc je sens que tout ça est extrêmement positif. Après, on n'a pas les clés. Hein. Tu sais, on fait comme on peut. Hein. Dans certains chapitres, vous parlez de la confiance et donc de la fidélité qui sont, pour vous, en quelque sorte, une offrande dans l'empire du mensonge et de la trahison. On peut dire ça comme ça? Ouais, on peut dire ça comme ça. C'est vrai qu'on est dans une société où la confiance se gagne en gouttes et se perd en litres. Et moi, tu vois, le truc ces derniers temps, le truc auquel je pense, la chose à laquelle je pense le plus, je n'imaginais pas à mon âge, je pensais que tous les adultes, la plupart des adultes, quand j'étais jeune, étaient formidables, cultivés, intelligents, qui arrivaient à vivre en collectivité, que ça se passait plutôt bien. Protecteur. Ouais, je ressentais ça. Et là, à 50 ans, mais c'est un puzzle géant, quoi. C'est-à-dire que là, les 5 dernières années nous ont montré l'horreur de beaucoup d'êtres humains. C'est incroyable. Enfin, moi, j'en reviens pas, quoi. J'en reviens pas. Énorme déception. Au niveau humain, c'est une énorme déception. Donc, j'essaye de lutter contre ça, ce qui n'est pas toujours évident.
Il y a des périodes je le vis mieux qu'à d'autres, mais c'est vrai que non, c'est une énorme déception. Donc la confiance, ben justement, je trouve que tous les gens qui ont suivi leur intuition, là je ne parle même pas d'intelligence ou de culture ou de savoir ou de bagage, tous les gens qui ont suivi leur intuition, pour moi ils ont énormément d'estime parce que ces gens-là ont réussi à avoir cette force intérieure de lutter contre une pression sociale fabuleuse. L'ingénierie sociale que nous vivons depuis de nombreuses décennies, qui s'accentue, et ben je trouve que ces gens-là, moi je leur apporte toute mon estime, parce qu'ils ont, moi je parle avec toutes les couches de la population, hein. Je parle avec les chauffeurs de taxi, les facteurs, je croisais des ministres, j'ai cette chance inouïe dans la vie d'avoir, grâce à mon métier, de pouvoir accès à avoir un éventail humain de la population formidable. Mais beaucoup d'estime pour tous ces gens qui arrivent à trouver cette force de garder cette force en eux et de suivre leur intuition et de se dire non, je le sens pas, j'y vais pas, je le fais pas. Et après la confiance, ouais, c'est dur là. Ouais. Je pense que les dégâts qu'ils ont faits, on va mettre beaucoup de temps à retrouver ça va venir, hein, c'est sûr, mais ça va mettre du temps à revenir dans une société où on arrive à être en paix et en harmonie. Les derniers chapitres font appel à une figure de style très belle qui est la personnification. Vous personnifiez la vieillesse, la vérité, la vie et la mort. Et la solitude. Et la solitude, exactement, que j'allais oublier. N'oublions pas la solitude, qui peut être une compagne ou une ennemie, ça dépend. Pourquoi cette figure de style? C'est très poétique, c'est surtout pour ça. Laquelle? La personnification. C'était la plus belle manière d'en parler, peut-être. Parce que là, on a plusieurs sujets dans le sujet. J'ai absolument pas peur de la mort. La mort ne me pose pas de problème, vraiment. La solitude m'en pose plus, parce que la solitude, à la fois je la vis bien, à la fois je la vis mal. Je me sens quelqu'un de très seul, même si je suis très entouré, parce que je pense qu'on est tous seuls, même si on est tous très entourés. Et moi, je suis pas une personne qui a beaucoup d'amis, des potes partout. C'est pas ma mentalité. Et si tu veux, mon parcours de vie j'ai toujours été un homme seul durant toute ma vie. Dans ma construction, quand j'étais petit, je parlais peu, je regardais, mais je parlais pas. Donc tout le monde se demandait si j'avais pas des problèmes parce que je parlais pas, mais j'observais tout. C'est pour ça que j'adore finalement être derrière une caméra ou derrière un appareil photo. Et derrière un clavier. Et c'est vraiment mes trois passions. Et et la solitude. Moi, j'ai une femme formidable, j'ai des enfants super, j'ai des parents géniaux. Je suis très très bien entouré. Je côtoie plein de gens que j'adore, parler avec eux. Mais tu peux pas. C'est quelque chose que comme je dis dans le livre, que tu peux pas enlever parce que c'est quelque chose avec toi-même. Et je trouve que moi je ressens que tout le monde est seul au milieu de ce collectif. Et un tournage de film, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que tu es au milieu des gens, tu es dans un groupe, c'est une entité, donc c'est un microcosme dans le macrocosme, mais tu restes seul. Et un comédien, je te dis ça parce que tu es comédienne, un comédien c'est encore pire pour eux. Parce qu'ils doivent dégager ça auprès de tout le monde, ils doivent montrer mais ton inquiétude avec ton rôle, ton inquiétude avec toi-même, parce qu'on ne me raconte pas de salade, hein, même la plus grande star mondiale, quand elle arrive sur le plateau, elle a peur. La plus grande star mondiale, elle c'est pire, parce qu'en plus, comme elle a pris 20 millions de dollars, il faut qu'elle rembourse son investissement, il faut qu'elle soit rentable. Donc il faut que sa responsabilité, c'est elle qui sait qu'il va falloir faire des millions d'entrées derrière pour que le studio qui a misé sur elle ou la plateforme récupère son investissement. Donc il y a cette pression en plus qui est forte. Et c'est pour ça qu'on voit aussi beaucoup de comportements étranges. Dans l'alcoolisme, la drogue, les médicaments, le pétage de plomb, enfin, ça peut se justifier, ça peut se comprendre. Donc oui, la solitude est quelque chose de particulier. La vieillesse, pour moi, c'est la sagesse. La vieillesse, c'est apprendre
à voir son corps se décomposer, à voir son corps s'abîmer. Mais je pense que je pense que la vie est extrêmement bien faite. Je pense vraiment que la vie est extrêmement bien faite. Et j'y pensais en écrivant ce livre, par rapport aux enfants, comment ils grandissent, comment la vie se fait et tout. Et je pense que on ne pourrait pas faire autrement. T'imagines, si on connaissait l'heure de notre mort, on ne pourrait pas vivre. Si la réincarnation existe, si on se souvenait de toutes nos vies précédentes, on ne pourrait pas vivre. Si on savait qu'un tel que tu croises, tu l'as croisé dans une autre vie, il y a 500 ans, et qu'il a tué tes enfants, ou tes parents, je te raconte n'importe quoi, mais je te donne un exemple. Tu pourrais pas vivre à côté de lui aujourd'hui. Comment tu ferais? Et je trouve que l'évolution et la dégradation du corps physique est très intéressante parce que, oui, c'est pas marrant de se regarder dans la glace, c'est de se voir vieillir. Les cheveux blancs, le machin, les trucs, bien sûr. Mais je pense qu'au moment où tu vas arriver à la mort, ça te prépare la vieillesse quelque part, à bien vivre la mort. Quelque part. Je dis pas que tout le monde y arrive et je dis pas que c'est ce que je dis est parole d'évangile, pas du tout. Je dis juste que j'ai le sentiment que cette préparation physique de dégradation te prépare déjà à accepter, à passer à autre chose. C'est-à-dire que mentalement, tu dois te dire, ou spirituellement, comment je peux combattre tout ça? Comment je peux, c'est même pas le terme combattre, parce que c'est pas combattre, mais c'est comment je peux vieillir, parce qu'on parle de vieillesse, et que j'ai pas d'autres mots qui me viennent à l'esprit, mais comment je peux me préparer à passer dans l'autre monde, ou alors, s'il n'y a pas d'autre monde, à périr. Et je trouve que tout ça est assez bien ordonné. Mais j'ai du mal à l'exprimer parce que c'est beaucoup plus complexe et je pense que c'est très personnel d'un individu à un autre. Mais quand je vois toutes ces femmes-là, ou même ces hommes qui se tirent la peau, qui se refont les seins, qui se refont le cul, qui se refont... Je suis malheureux pour eux, je suis triste pour eux. Parce que je pense, alors à part moi, si tu as eu un accident, que tu as 25 ans et que tu as besoin de faire... On ne parle pas de la même chose. Mais je m'interroge, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a dans leur tête? Qu'est-ce qu'ils vivent dans leur tête pour croire que ça va arrêter le reste? Quelle souffrance ils ont en eux? C'est le système qui les broie? Je sais pas, mais surtout que malheureusement, les trois quarts, ça leur réussit pas du tout. Ça aggrave la situation, tu vois. Donc ouais, ça m'interroge beaucoup. Tu sais, faut pas oublier, je pense que ma philosophie de la vie, si on peut dire ça comme ça, je pense que chaque être humain se bat contre quelque chose. C'est pour ça que faut essayer d'être gentil. C'est pour ça qu'il faut essayer de comprendre l'autre. Je dis pas qu'on y arrive et je te dis pas que j'y arrive, attention, loin de là, parce que c'est facile de donner des leçons, mais je donne des leçons à personne, j'essaye juste d'interpréter le monde, tu vois. Vous êtes plus indulgent aujourd'hui à 50 ans qu'à 25? Sur certaines choses, je pense que oui, sur d'autres, peut-être pas. Parce qu'il y a aussi, avec la dérive sociétale qu'on vit, si tu n'as pas une force intérieure et développée, tu peux pas lutter. Tu vois, donc il faut lutter, parce qu'on est obligé de lutter aujourd'hui. Et vous êtes plus indulgent avec ceux qui n'ont pas forcément cette force intérieure? Écoute, oui et non, parce qu'on est dans une société qui a aussi installé la victimisation. Donc tout le monde est victime de quelque chose. Alors ça, c'est la grande mode. Ne m'attaque pas, je suis victime de ça. Tout le monde se cache derrière. Je suis homosexuel, tu ne peux pas m'attaquer. Je suis juif, tu n'as pas le droit de m'attaquer. Je suis noir, tu n'as pas le droit de m'attaquer. Je suis handicapé physique, tu n'as pas le droit de m'attaquer. Je suis handicapé mental, tu n'as pas le droit de m'attaquer. Enfin, on peut citer. Et aujourd'hui, on est dans une société, encore une fois, où on a installé la victimisation pour ne pas attaquer. Pour ne pas dire, moi j'ai le droit de dire que lui c'est un con si je le pense vraiment. C'est pas parce qu'il est blanc, qu'il est noir, qu'il est juif. Pourquoi j'aurais pas le droit de dire qu'il est con si je le pense? Pourquoi? Parce que aujourd'hui on me dit je n'ai pas le droit d'attaquer tout ça, je n'ai pas le droit de m'exprimer, je n'ai pas le droit de dire verbalement ce que je ressens. Je dis pas que j'ai forcément raison, je dis juste simplement que c'est mon raisonnement à moi. Et je ne cherche pas à l'imposer, je cherche simplement à vous dire, moi je pense ça. J'ai le droit de le penser parce que j'essaie de respecter l'autre dans ce qu'il pense.
Donc en fait, cette culpabilisation participe de la division Totalement. et de la défiance. Totalement. C'est une pièce du puzzle. C'est une pièce du puzzle. Pour en revenir à cette personnification finalement de la vieillesse, la solitude, etc., c'est une manière pour vous, en tant qu'auteur, de leur parler comme le poète qui parlait à sa douleur et qui disait « Sois calme, ô ma douleur ». Totalement. C'est une façon de les apprivoiser. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est beau, c'est joli comme remarque, bravo. Non, c'est chouette, ouais, c'est ça. Vous êtes amoureux de la poésie aussi. Je suis amoureux de la poésie, mais c'est marrant parce que là, je viens d'écrire un livre de poèmes, je me suis jamais confronté à ça. Et bon, c'est de la poésie à la Bukowski, c'est de la poésie à la Fante, c'est de la poésie à la Kerouac, c'est pas de la poésie à la Verlaine. Donc je sais pas du tout comment ça peut être perçu. Mais il faut aussi que de temps en temps, les gens, les artistes, les intellectuels, qu'on remue le cocotier aussi. On peut, tu vois, bon là j'ai fait un livre plutôt gentil, sincère, mignon. Je le vois comme quelque chose, c'est une petite bulle de champagne, tu vois, c'est léger. Mais mon livre d'avant, il tapait dedans, quoi, il tapait dans le système, il mordait dans l'os. Il y avait de la colère. Tu vois, il y avait de la mais parce que je voulais faire réagir. C'est ça qui m'intéressait. Là, il y a de l'amour. Il y a beaucoup d'amour dans ce livre. Oui, c'est vrai. Je voulais dire autre chose, mais c'est parti. Avant de conclure... Je pense que quand tu t'exprimes, tu as une responsabilité. Oui. Quand tu as la chance, j'ai la chance d'être édité, j'ai une responsabilité. Quelles que soient les ventes, quel que soit l'éditeur, quel que soit ce que ça fait derrière. Moi, je me souviens très bien, une fois, ma femme a fait un film avec Abel Ferrara, et Abel Ferrara avait dit dans une interview, si un spectateur a vu mon film et que ça a changé sa vie, ça valait le coup de le faire. Et moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Moi, c'est un film qui a changé ma vie. C'est un film qui m'a sauvé de la noyade. Et c'est véridique, c'est le Grand Bleu. Le Grand Bleu m'a sauvé la vie. Je lui ai dit à Luc, d'ailleurs, quand j'ai fait Jeanne d'Arc avec lui, je lui ai dit, le film m'a sauvé la vie. De quelle façon ? Parce que tu sais, c'est comme une clé de contact. Tu mets dans le moteur d'une bagnole, tu tournes, et ça démarre. Et moi, c'est ce que ce film a fait. Alors, ça aurait pu être autre chose. Pour certains, c'est autre chose. C'est un livre. Puis moi, ça aurait pu être un autre film. À l'époque, je vivais sur un voilier. Je faisais de la plongée. Je vivais qu'avec des marins. J'étais dans le Grand Bleu, c'était ma vie. Je vivais sur un bateau dans le port de La Rochelle, avec ses joies et ses peines. Et d'un coup, je vois. Et Jean-Marc Barr, c'était moi. Je parlais pas. Jacques Mayol, c'était moi. Je parlais pas. C'était drôle. Après, j'ai rencontré Jean-Marc plus tard. On avait un projet ensemble. Malheureusement, ça s'est pas fait. Mais c'était... Voilà. Et du coup, ça m'a parlé à un moment clé de mon existence. C'est arrivé comme ça, un cadeau du ciel. Un déclic. Clac. On-off. Mais vraiment, du jour au lendemain. Ma vie a changé. Tout a changé. Une envie de cinéma ? Pas du tout. Au départ, c'était pas du tout une envie de cinéma. Au départ, c'était une envie de... Je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé un chemin qui va m'emmener vers la construction de mon chemin personnel. Et je suis arrivé au cinéma. Mais c'est pas arrivé tout de suite, le cinéma. C'est arrivé bien après. Ça a mis je crois 2-3 ans avant de me dire, mais oui, mais en fait, c'est ça. Parce que le cinéma regroupait finalement tout ce que j'aime. La photo, l'écriture, la lumière, le maquillage, les costumes. J'aime l'art, j'aime tout ça. Pour moi, c'est l'art qui pour moi me tient dans la vie. J'aime énormément beaucoup d'artistes, et même beaucoup d'artistes que j'aime, je préfère même pas les rencontrer. Tu vois, même beaucoup de gens que j'admirais, j'aurais préféré ne pas les rencontrer. Bon, je les ai rencontrés. Donc voilà, et du coup. Encore une fois, je sais plus ce qu'était la question parce que je pars toujours dans des idées pas possibles. On est parti sur le Grand Bleu, finalement. Voilà, donc tu vois, et du coup, moi, avec mes enfants, je rêve qu'ils aient un déclic. Je rêve. J'étais au tennis avec mon fils il y a 2 jours. Je lui expliquais plein de choses par rapport au tennis et par rapport à la vie. La niaque, le combat, l'envie. Tu vois, comment tu te construis dans tout ça.
C'est pas le combat pour le combat, c'est pas de gagner pour gagner, on s'en fout tout ça. C'est comment toi, tu intègres le jeu, comment tu intègres les pensées positives et constructives dans ton jeu pour que ça te change en tant qu'homme, que ça t'apporte des bases, que ça t'apporte des choses. Et d'ailleurs, regarde, quand tu parles avec des champions de tennis ou quoi, c'est très intéressant de les écouter, de voir ce qu'ils disent sur combien à la fois, comme un artiste, tu es quelqu'un d'extrêmement fort et à la fois combien tu es quelqu'un d'extrêmement faible. J'ai eu une grande déception humaine qui a été terrible et que j'ai dû encaisser, mais après je suis passé à une énorme force intérieure qui a été géniale à vivre et qui m'a complètement métamorphosé. Et c'est pour ça que je remercie la période, parce que la période, je la trouve passionnante, dingue, mais c'est historiquement dingue, c'est incroyable de vivre ça, et quelque part, faut remercier je sais pas qui de vivre ça, parce que ça nous apprend à être meilleurs, ça nous apprend ça participe à notre construction, et voilà, je trouve que je sais plus ce que c'est encore une fois. Est-ce qu'il faut remercier les forces du mal? Oui. Ah, c'est une bonne question. Sans elles, point de métamorphose possible. Ouais, faut remercier les forces du mal. De toute façon, faut tout remercier. Parce que faut tout remercier parce que ça t'apporte tellement, quoi. Enfin, c'est quoi la célèbre phrase? L'époque de paix fabrique que des hommes faibles, et les époques fortes, enfin, ou difficiles, apportent des hommes forts. Oui. Je sais pas exactement ça, mais l'idée, elle est là. Oui. Et je sais plus qui a dit ça, c'est pas Clémenceau, un mec comme ça, sûrement. Oui. Et c'est tellement vrai. Moi, je suis hyper content de voir ce que je suis en train de devenir, ce que j'ai affronté, ce que j'ai refusé. Je me dis, putain, bravo, quoi. Et il faut être fier de soi. Faut pas être fier de soi pour le crier dans la rue et faire les coqs et tout. C'est pas du tout ça. Mais c'est cette force qui t'anime. Tu te rends compte de ce qui est essentiel pour toi et ce qui ne l'est pas. C'est une manière d'explorer le connais-toi toi-même. Exactement. Et je trouve que rien que pour ça, il faut remercier l'époque. Vraiment. Après, je dis ça, j'ai pas perdu de famille, j'ai pas de gens qui sont morts dans des guerres, donc c'est facile de dire ça quand on n'est pas dans cette situation. Finalement, c'est cyclique, un peu comme les cycles de la femme. Ouais, et je pense que la période colère est passée, et ça c'est très intéressant, et que maintenant, enfin moi en tout cas, je suis dans totalement autre chose. Vous faites le point? Ouais, bien sûr. Bah oui, il faut faire le point régulièrement. Derrière l'objectif. Non. Mon métier, c'était de faire le point en plus. C'est drôle. Oui, mais c'est vrai. Et avant. Et oui, non, il faut faire le point. C'est essentiel. C'est essentiel. Il faut qu'on progresse. Donc finalement, cette fascination pour la femme, c'est aussi une fascination pour sa force créatrice. Et cette créativité, effectivement, on l'a vécue depuis 5 ans d'une autre manière, et vous la vivez aussi dans votre métier, et il y a des passerelles incessantes. Totalement. Après, moi, ça me rend dingue qu'on essaie de monter les hommes contre les femmes ou les femmes contre les hommes. C'est complètement stérile. Et en plus, il y a des gens qui tombent dans ce panneau, quoi. Ils comprennent pas que, de toute façon, le but du jeu, c'est constamment diviser. Je veux dire, faut plus rien attendre enfin, c'est terminé ce qu'on est en train de vivre politiquement. C'est terminé, c'est mort. Ils sont morts. Ils le savent, ils vont tomber. C'est qu'une question de patience et de force et de détermination. Donc il faut absolument que les gens se réunissent. Il faut qu'ils arrêtent de tomber dans le piège de la droite, la gauche, l'extrême droite. Enfin, je veux dire, mais aller voter, pas voter, l'abstention. Mais c'est pas possible. Faut sortir de ce paradigme. Tant qu'on sortira pas de ça, on s'en sortira pas. Donc il faut absolument retrouver cette force intérieure mais c'est aussi retrouver du courage personnel et surtout l'intérêt collectif de se dire ah mais non, mais eux ils vont plus faire ça pour moi en fait. C'est moi qui vais devoir le faire avec les autres. Qu'est-ce que je veux de ma société? Qu'est-ce que je veux de mon monde? Avec qui je veux vivre? De quelle manière je veux vivre? Tu vois? Stop à l'infantilisation des peuples. Ah, totalement. Totalement. Bah, ça aussi c'est une pièce du puzzle. C'est voulu. Et regarde pourquoi ils veulent absolument, tiens, moi qui tente d'écrire des livres, parce que pourquoi on écrit? Pour apprendre à écrire. Hein. Donc eux qui essayent d'imposer l'inclusivité dans l'écriture,
Ça sert à quoi l'inclusivité? À tout raccourcir. Ça sert à te retirer des mots de ton langage, de ton vocabulaire, de ta pensée, et plus ils vont retirer de pièces, plus tu vas devenir con, moins tu vas réfléchir, moins tu vas avoir de manière de pouvoir t'exprimer. Et quand tu retires le langage à un être humain, qu'est-ce qui lui reste? Les points, la violence. Et c'est ça qu'ils désirent. La barbarie, le chaos. C'est ça qu'ils ont, ils ont besoin pour construire le monde qu'eux ils désirent. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que tout le monde se pose les bonnes questions vis-à-vis de toutes ces pièces du puzzle qui sont là, devant nous. Et le déni ne servira à rien. Le déni ne fera que rallonger la souffrance actuelle, présente de toutes et tous. Parce qu'il y a quand même une souffrance chez beaucoup de gens qui le disent ou qui ne le disent pas, qui se disent « Putain, je comprends pas ce qui se passe, je comprends pas la société, tout est à l'envers, tout est inversé. » Non mais regarde le puzzle, regarde chaque pièce. C'est bien foutu. Ils ont mis des décennies à le construire. Et toi, tu as que quelques semaines pour le comprendre et l'intégrer. Donc, quelle que soit son appartenance religieuse, finalement, tout le monde porte sa croix. Et pour conclure, je vais vous laisser le mot de la fin. Si je vous écoute, moi, j'aurais envie de dire, le conseil que vous donnez aux spectateurs, c'est lisez et aimez. Ouais, tout à fait. Bonne fin. Je vais vous laisser quand même le mot de la fin parce que votre livre est très émouvant et merci. Très plein d'émotions, très beau, très sincère. Bah, j'essaye d'être sincère, j'essaye de vivre sans jouer un rôle. Et toutes et tous on joue un rôle dans la société. Parce que, et c'est pour ça que ce qui est dingue, c'est qu'il y a une vraie répulsion des gens sans filtre. Et moi, j'aime énormément les gens sans filtre. Parce que quelqu'un sans filtre, c'est quelqu'un qui a décidé d'abandonner sa peau, mais sa peau sociale. Et je pense que l'objectif d'une vie, c'est justement ça, d'abandonner cette peau. On vient pour apprendre, on vient pour comprendre des choses, on va repartir à poil. Donc de rêver de tous les biens matériels. Non mais c'est vrai que c'est agréable d'avoir des belles choses, il n'y a pas de problème. Moi j'en ai, donc j'ai cette chance-là. Mais tout le monde sait au fond de soi que la clé, elle n'est pas là. Donc du coup, effectivement, ce chemin qu'on doit faire ensemble et seul, eh ben, essayons qu'il se passe du mieux possible et essayons de nous aimer. Mais c'est franchement pas toujours évident. Mais c'est un challenge. Merci les femmes. Merci les femmes. Merci à vous, Steve Moreau. Merci. C'est une maladie qui tue et qui tue pas des personnes. Ça te fait peur, toi? Pas du tout, non. Pourquoi? Parce que sur les enfants, ça peut pas tuer. C'est dangereux pour vraiment les personnes âgées qui sont déjà mal au point. Donc, je sais pas si on peut dire que c'est vraiment dangereux. Il m'arrive des fois d'en parler avec mes parents. C'est même un sujet de discussion qui n'est même quasiment jamais clos. Moi, j'en parle pas forcément, mais mes parents, ils en parlent, oui, beaucoup. Quand je vois ce qui se passe à l'école, au collège, déjà, je me sens pas bien avec le masque et tout ce qui se passe autour. Donc moi, j'ai porté une visière parce que j'arrivais pas à respirer avec le masque. Et ils m'ont mise à l'écart
comme une pestiférée au fond de la classe. Donc déjà ça, je l'ai mal vécu parce qu'ils m'ont mis à l'écart de toute une classe pendant une année entière. Le masque, c'est pas vraiment mon point fort, donc du coup, j'essaye de me cacher quand j'ai le masque. Très mal, en fait je suis obligée de le porter tout le temps. Je peux plus trop respirer, je dois le porter tout le long de la classe. Et même à la cantine, je dois le porter pour descendre les escaliers de la cantine. Et on est obligé de le porter. Ne pas avoir le pass sanitaire, c'est comme enfreindre, c'est comme avoir un délit. Tu es un délinquant. Et donc, ça fait passer que si toi, tu as le pass sanitaire, tu vas dans la colonne pass. Et si toi, tu l'as pas, tu vas dans la colonne de ceux qui ne sont pas vaccinés. Le pass notamment à créer des cases. Il y a des gens qui peuvent se faire plaisir et montrer aux autres que voilà, si vous n'avez pas ce pass, vous ne pouvez pas. Après, tous les gens vaccinés ont un pass, mais d'autres personnes qui sont non vaccinées aussi des passes ou des passes droits par rapport à leur positionnement. Tu ressens une certaine injustice dans tout ça? Ouais, beaucoup. Ouais, beaucoup. C'est très discriminant parce que quand on ose du coup affirmer ses choix personnels, on est casé en fait. Moi, j'aime vraiment pas porter le masque parce que parfois j'ai de l'asthme et parfois je fais des crises d'asthme et ça m'empêche de respirer. Bon, je peux quand même respirer, je suis pas m'étouffer, mais j'aime vraiment pas le masque. Puis quand on parle, c'est incompréhensible. Souvent, on n'entend pas très bien vu que ça réduit le son qui sort de notre bouche. Ça a changé des choses avec les parents qui pendant un temps n'a plus voulu qu'on se voit à cause des mesures barrières, mais entre nous, ça n'a rien changé. Ceux qui ne sont pas vaccinés, il y a beaucoup de choses qu'ils ne peuvent pas faire s'ils ne sont pas testés. Ils ne peuvent plus aller au restaurant, ils ne peuvent plus aller au cinéma, au concert. Ils sont obligés de se faire tester avant. Donc oui, c'est une énorme contrainte. Donc oui, ça a changé un peu les libertés des gens. Que penses-tu de la vaccination? Je pense que, en fait, c'est vraiment nul parce que on t'injecte quelque chose dans le bras, tu sais pas ce que c'est, t'as pas plus d'informations que ça protégera du Covid. En plus, ça ne protège même pas ça dépend des personnes. Mais je trouve qu'on t'injecte quelque chose dans le bras, t'as pas d'informations dessus. Pour moi, c'est vraiment nul. Après, j'ai été obligée de me faire vacciner, bien sûr. Mais si j'avais eu le choix, j'aurais préféré ne pas le faire. Qui t'a obligé à te vacciner? Quand je veux dire le choix, en soi, personne. C'est que si je ne l'avais pas fait, le choix, c'est un peu tout ce qu'on nous oblige, c'est la règle. Je me suis fait vacciner personnellement pour pouvoir participer aux sorties avec mes amis, parce que la majorité des personnes de mes amis étaient vaccinées, et donc je ne voulais pas me retrouver à part vis-à-vis d'eux. Qu'il exagère et qu'il fait paniquer toute la France alors qu'il n'y a pas forcément besoin de... Au contraire, il faut plus rassurer les gens que... Enfin, je pense qu'il faut être réaliste, mais en rassurant les gens et pas en faire des tonnes alors que c'est pas ce qui se passe vraiment. Tu veux que je te raconte ma pire journée de tournage quand j'étais technicien de cinéma? Ah oui, je veux bien savoir. Oui. C'était sur un film de Richard Linklater, qui a d'ailleurs un film qui était à Cannes cette année, je crois qu'il s'appelle Nouvelle Vague. Et avec Richard, j'avais fait Before Sunset avec Julie Delpy et Ethan Hawke. Et cette fois-là, cette journée-là, on tournait dans Paris et c'était des plans séquences où les comédiens avaient beaucoup de texte et les palpeurs de la caméra sur les magasins en film tenaient pas. Ce qui fait qu'à chaque fois, on faisait commencer le plan séquence, les palpeurs, ils lâchaient, la caméra, la pellicule bourrait. J'ai passé la journée à essayer de sauver cette séquence qu'on avait un mal de chien à tourner. Et les comédiens étaient extraordinaires parce que, un, ils connaissaient leur texte sur le bout des doigts. Deux, ils ont jamais râlé. Ils comprenaient les problèmes techniques. Et quand t'as quand même Ethan Hawke, qui est quand même un super comédien, et jamais il s'est énervé, Julie Delpy, elle a rien dit, et ils ont compris les problèmes d'un technicien. Et tu vois, on parlait tout à l'heure des pires journées de tournage, parce qu'on parlait d'un autre exemple. Bah oui, celle-là, je m'en souviens très bien, et tu te sens impuissant, et en même temps, il faut quand même faire la journée.
Et le réalisateur était pareil, formidable, parce qu'il a jamais râlé, il a compris. Il y a des réalisateurs qui ne veulent pas comprendre, il y a des acteurs qui ne veulent pas comprendre les problèmes techniques. Et ça, c'est toujours un problème, parce que c'est un collectif, un film, c'est un ensemble, on est tous ensemble. Et là, cette journée-là, ouais, je m'en souviens bien. Qu'est-ce qui s'est passé sur Océan? Un jour, sur Océan de Jacques Perrin et Jacques Clouzot, on m'appelle, on me dit « Steve, il faut que tu partes, il y a une tempête qui commence à Brest, il faut qu'on la filme pour le film ». Donc je prends le TGV à Paris et je pars donc à Brest. Et donc plus le TGV avance, plus la tempête, il rentre dans la tempête. Le matin, on se lève à 4h du mat, on prend le petit-déj à l'hôtel, on part sur un bateau de guerre qui devait faire, je crois, 120 mètres de long, enfin un truc énorme, non, je dis 120 mètres de long, je sais même plus la taille, tellement c'était énorme. Et puis je devais installer une caméra à 30 mètres au-dessus du niveau de la mer, au-dessus des cabines, et on devait filmer, d'ailleurs le plan est dans le film, on devait filmer l'étrave qui rentrait dans les vagues à toute vitesse, et puis ça faisait des flots comme ça énormes. Et ben pour ce plan qui dure dans le film 10 secondes, et ben on est parti à 4h du mat et on est rentré à 23h. Et moi j'ai fini d'installer la caméra au moment où on quittait la rade de Brest. Et la tempête était tellement énorme que j'étais hyper malade. Et avec l'autre assistant qui était avec moi, je me souviens, on rechargeait les magasins de pellicules dans l'endroit où on avait mis nos charging bags où il y avait les torpilles, où ils chargent les torpilles normalement. Et du coup, le bateau, il bougeait tellement que Stéphane, il me disait « Oh, attends, j'y vais, je vais vomir ». Et moi, je revenais, je disais « Ouais, c'est à mon tour ». Et puis, pour la petite histoire, on avait installé aussi une deuxième caméra qu'on voit dans le making-of d'ailleurs, dans un hublot tournant en acier qu'on avait fixé à l'avant du bateau. Pareil, pour avoir un plan sur le pont. Et puis, il y a un moment donné, donc on avait les retours vidéo en cabine avec le capitaine et tout le staff de pilotage. Et puis, d'un seul coup, on n'a plus d'image. Et donc, on met le bateau à la cape, on descend pour aller voir. Et là, il n'y a plus de caméra, il n'y a plus rien. Tout a disparu. Donc, on se dit, bon, bah, la mer, elle a tout envoyé. Et en fait, sur les côtés, sur l'un des côtés à bâbord, on découvre que on l'avait mis à des barbouladous, ça s'appelait à l'époque, avec des sangles et tout. Et en fait, la caméra avec le blot est presque dans le vide. Et donc, on a tout sauvé de justesse, sauf que la caméra et le magasin est rempli d'eau de mer. Et l'eau de mer, pour les caméras, le matériel photo et tout, c'est ce qui est de pire. Et du coup, on enlève le magasin. Dans le charging bag, il faut enlever la pellicule remplie d'eau de mer. Enfin, c'était une journée épouvantable. À tel point que j'avais un machiniste, quand on a commencé le soir, on est rentré à aller démonter la caméra. Il m'a dit, moi, je reviens plus jamais sur ce film. C'est un exemple d'une journée de tournage sur Océan. Et j'ai pas fait tout le film, moi. J'ai fait quelques missions. Mais du tournage, il a duré 5 ans. Mais c'était aussi une de mes missions, de mes tournages un peu difficiles. Mais j'aimais tellement Jacques Perrin. C'était quelqu'un pour qui j'avais un immense respect. Et j'ai adoré sa carrière, j'ai adoré travailler pour l'homme. Et j'ai été très heureux de finir sur un film comme ça. J'ai commencé avec Le Dîner de con, j'ai fini avec Océan, donc je peux pas me plaindre.